Le réseau routier de Nousbé est aujourd'hui fluide, ce qui valorise l'essor touristique et réduit considérablement les coûts pour les usagers, notamment en carburant et en entretien de véhicules. Grâce à la réhabilitation de ces routes, Nosy-Be peut désormais rivaliser avec d'autres destinations touristiques de l'océan Indien, telles que l'île Maurice ou les Seychelles. C'est la première fois que l'île dispose d'autant de routes de qualité, s'est réjoui le gouverneur de la région Diana. Au total, ce sont environ 40 km de routes qui ont été inaugurées aujourd'hui pour un coût estimé à 62 milliards d'ariars. Le financement a été assuré par la Banque mondiale via le projet PIC. Selon la ministère de l'Économie et des Finances, ce type de financement est le fruit des négociations menées par le président Rajoelina qui défend fermement les intérêts de la nation. Nosy-Be est aujourd'hui transformé, a affirmé le président Ange Rajoelina. La réhabilitation des routes y a été une priorité afin de promouvoir le tourisme, dynamiser l'économie locale et améliorer le niveau de vie des habitants. De son côté, Atousek, représentant de la Banque mondiale, a réaffirmé l'engagement de son institution aux côtés de l'État pour le développement de Nosy-Be et du pays tout entier. En plus du projet PIC, la Banque mondiale finance également le projet PAEP pour résoudre le problème d'accès à l'eau potable dans la région. Il a précisé que le projet a été ajusté afin d'inclure en urgence Nosy-Be parmi les zones prioritaires. Le recours aux énergies renouvelables représente une solution stratégique pour réduire les coûts liés à l'importation de carburant et limiter les émissions polluantes. À titre d'exemple, jusqu'à 7 milliards d'ariars pourraient être économisés grâce à la production d'électricité solaire. À Nosy-Be, où l'ensoleillement et le potentiel éolien sont favorables, le président Ange Rajoelina a fait de l'énergie propre une priorité nationale. Conformément à la politique énergétique de l'État, la capacité de production d'électricité à l'échelle nationale sera triplée. À Madir, la centrale solaire en construction disposera d'une puissance de 5 MW, équipée de 8700 panneaux solaires et de batteries d'une capacité de 3,2 MW. Elle alimentera le réseau électrique local avec environ 6 à 7 millions de kWh par an. L'objectif est de réduire le coût de l'électricité, d'assurer une alimentation stable et continue pour les ménages et de mettre fin à la dépendance au groupe électrogène diesel. Déjà, 3 MW sont opérationnels dans le cadre de ce projet et 5 MW supplémentaires viendront s'ajouter d'ici un an. Le chef de l'État a également réaffirmé la volonté du gouvernement d'investir dans d'autres secteurs essentiels, notamment l'accès à l'eau potable. Bien que Nosy-Be dispose de ressources hydriques, rivières, nappes phréatiques, lacs, une grande partie de la population souffre encore du manque d'eau. Un vaste programme de forage, de stations de pompage, de traitement va être lancé cette année avec un budget de 18 milliards d'ariars pour une durée estimée à 1 an et demi. Le président a annoncé que Nosy-Be deviendra une ville pilote en matière de développement intégré. Il a également visité l'emplacement prévu pour un nouveau village moderne à Madir, à proximité immédiate du parc solaire. Une université y sera implantée, offrant aux jeunes des formations adaptées aux réalités économiques locales, tourisme, environnement, pêche ou encore l'économie bleue. Un centre de formation professionnelle verra aussi le jour pour faciliter l'accès des jeunes au marché du travail dès la fin de leur cursus. L'impression des billets de banque à l'étranger représente une charge lourde pour la Banque centrale et cela revient plus cher que leur propre valeur, a précisé le gouverneur Aivu Anjanarvelu. De plus, ces billets ont une durée de vie moyenne de seulement 6 mois, après quoi ils doivent être détruits. Face à cela et à l'évolution des technologies, la Banque centrale a lancé l'Iariar, une monnaie digitale. Passer par la Banque centrale. On n'a pas l'intention, on n'a pas le vœu de voir le mobile money disparaître. Au contraire, le développement de nos mobile money, accompagné de notre IARIAR, va amener plus d'inclusion financière, faciliter les transactions, digitaliser les paiements,
Et nous espérons qu'à la fin du processus, nous utilisons moins de billets. L'IARIAR pourra être utilisé pour faire des achats dans les magasins, payer les factures à la Jirama et dans les points de test désignés. Ce qui le distingue du mobile money, c'est qu'il ne nécessite pas de numéro de téléphone et peut être utilisé via divers terminaux de paiement. l'IARIAR s'intègre et est interopérable avec tous les systèmes de paiement existants et futurs. Nous aurons les intermédiaires pour distribuer l'IARIAR. Il s'agit de banques, de ME et d'IMF. À travers les supports et les canaux qui vont être très diversifiés, on aura la possibilité d'utiliser l'IARIAR avec les téléphones basiques, les smartphones également, les cartes bancaires prépayées, des fonctionnalités NFC et QR, des dispositifs spécifiques qui pourront être utilisés sans connexion Internet également. Donc il y a les canaux USSD, les GAB, Internet, etc. Cette phase de test durera 10 mois avant une éventuelle généralisation de l'IARIAR. En plus de réduire les coûts d'impression des billets, l'IARIAR contribuera également à améliorer la sécurité. Le logo officiel de l'IARIAR a été présenté hier. Après le CVO+, considéré comme un véritable succès qui a permis à Madagascar de lutter contre le coronavirus, Pharmalegacy a lancé la production de 7 médicaments génériques à base de plantes médicinales. Madagascar est riche en plantes médicinales. 80% des 12 000 espèces végétales endémiques du pays peuvent être utilisées à des fins thérapeutiques. Toutefois, la production repose encore en partie sur des partenariats internationaux car Pharmalegacy n'est pas encore totalement autonome, explique Uldzon Narabone, président du conseil d'administration Pharmalegacy. La production de ces médicaments vise à réduire les importations de médicaments à Madagascar car il s'agit de produits indispensables au quotidien. À noter que le pays dépense chaque année 110 millions de dollars pour importer des médicaments, selon toujours les explications. Les médicaments produits localement sont proposés à prix réduit pour être accessibles surtout aux foyers modestes et plus tard, cela sera offert aux plus démunis, selon toujours les explications. Pharmalegacy ambitionne de produire jusqu'à 100 médicaments génériques, le CVO+, ayant été le point de départ de cette dynamique. Ces médicaments génériques ont tous été soumis à des études rigoureuses et respectent les normes internationales selon les précisions. Les résultats de la première phase du programme AFAFI Centre, ou Appui au financement des acteurs de la filière inclusive, mené de 2020 à 2025, ont dépassé les objectifs fixés. En 5 ans, plus de 36 000 producteurs et plus de 600 organisations de producteurs ont été appuyés. Le programme a couvert 138 communes selon Einstein Robinar, le directeur du BACE, les régions d'Analamang, Itas, ainsi que certaines communes d'Alochamangour ont été les premières bénéficiaires. Le programme va entrer dans sa deuxième phase avec une extension vers les régions Vaknakarach et Bungulav. Un financement de 12 millions d'euros a été alloué par l'Union européenne pour la mise en œuvre de cette première phase du programme AFAFI Centre destiné à améliorer la production agricole des paysans. Le projet gouvernemental Arat9, financé par la Banque mondiale et supervisé par le ministère de la Population et de la Solidarité, s'inscrit dans la stratégie de réduction du taux de pauvreté à Madagascar. Depuis son lancement en 2016 jusqu'à aujourd'hui, plus de 1 260 000 familles en ont bénéficié. Le projet est axé sur la protection sociale et la préservation de l'environnement. Arat9 a transformé la vie de nombreuses personnes, selon les résultats présentés avant-hier à l'hôtel Carlton à Noussi. Environ 80% des bénéficiaires ont pu créer une petite entreprise génératrice de revenus au sein de leur foyer. En parallèle, la protection de l'environnement a permis de reboiser une superficie de 3 575 hectares.
Le projet Arat9 entre actuellement dans sa deuxième phase avec toujours le même objectif, réduire le taux de pauvreté en apportant un appui direct aux familles vulnérables selon les explications fournies par le responsable du projet. La protection sociale et la considération de la dignité humaine sont d'ailleurs parmi les priorités de la politique actuelle du gouvernement. Un échange d'expériences entre les Comores, la République du Congo et Madagascar autour des résultats obtenus en matière de protection sociale s'est tenu hier. Une exposition des produits réalisés par les familles vulnérables bénéficiaires du projet Arat9 a également été organisée. « 3300 jeunes malgaches se sont inscrits pour postuler à des emplois à l'île Maurice. Les opportunités concernent plusieurs secteurs comme le tourisme, la santé ou encore le bâtiment. Ce sont surtout les conditions proposées à l'île Maurice qui attirent les jeunes, comme l'explique Tatiana, une postulante. Les droits et les salaires des travailleurs malagasy retenus pour travailler à Maurice sont respectés selon les explications fournies. Le salaire minimum est également garanti, soit 10 000 roupies, équivalent à environ 1 million d'ariars, selon les postes occupés, d'après Radirsan Amir, représentant de l'entreprise EBS Consulting Africa. EBS Consulting Afrique Maurice coopère avec l'ambassade de Madagascar à Maurice ainsi que le ministère de l'Emploi, de la Fonction publique et du Travail à Madagascar. L'objectif est de proposer des postes correspondant aux diplômes détenus par les étudiants malagasy. Côté sport, les huitièmes de finale de la Coupe de Madagascar de foot se dérouleront ce week-end. Les clubs encore qualifiés pour ces huitièmes de finale de la Yas Coupe de Madagascar sont principalement issus de la Pro League, le championnat national des clubs professionnels, ainsi que de la Ligue d'Analamang. 4 matchs se sont tenus ce jour et les 4 autres demain, dont voici les programmes. À 9h, Adjessaya Pro League contre Netfoot Analamang. À 11h, AS Fanalamang Pro League contre AS Fadji Bleu à Timonjefen. À 13h, Mama FC contre AS Avenir Sainte-Anne. Une affiche 100% Pro League. À 15h, LGco Plus Pro League contre VC Wagner Anjouy. Ces matchs se tiendront tous au stade LGco Bypass. D'après ce qu'on a pu savoir, il n'y a pas encore de système pour la distribution de cette aide, ni la médicale, ni la nutritionnelle. Alors, on est un blocus toujours, en fait, où certains camions sont entrés. D'après l'armée israélienne, hier, c'était 83. C'est très, très peu vu les besoins de 2 millions de Gazaouis. Et il n'y a pas de système de distribution. Les Nations Unies ont accusé Israël d'essayer de les forcer d'utiliser une route où il y a plus de chances de pillage de la part du Hamas, mais c'est pas clair. Il y a pas encore le système israélo-américain dont on avait parlé, avec des compagnies civiles américaines qui doivent prendre charge d'un nouveau système de distribution. Alors pour le moment, de la farine est entrée, quelques petites boulangeries sont rouvertes, mais à part ça, on est toujours coincé avec très très peu d'aide et beaucoup de besoins à Gaza. Parallèlement à cela, Nouga, qu'en est-il de ces nouveaux pourparlers autour d'une hypothétique trêve? De nouveau, je dois vous dire coincé. Le Premier ministre israélien Netanyahou a retiré son équipe de négociation de Doha au Qatar où ils étaient. Mais en fait, d'après ce qu'on sait, le réel pourparler a lieu dans les couloirs de Washington entre des représentants israéliens et les médiateurs américains. Mais pour le moment, personne n'a pu construire un pont en fait entre la position Hamas qui demande une aide, une fin complète à cette guerre
l'échange de le rendement de tous les otages restants, mais des garanties américaines qu'Israël va déclarer la fin de la guerre. C'est ces garanties qui sont super importantes. Et Israël qui veut une moitié trêve, une trêve temporaire, quelques-uns de leurs otages retournés, mais pas du tout une fin définitive à cette guerre. Dans la nuit noire de Kiev, des explosions. Il s'agit d'une attaque massive de drones et de missiles russes. Toute la capitale est en alerte. Certains ont trouvé refuge dans le métro. La capitale et sa région subissent à nouveau une attaque massive de l'ennemi. Les systèmes de défense antiaérienne fonctionnent en permanence à Kiev et dans sa banlieue. Tôt ce matin, l'heure est à l'évaluation des dégâts, car malgré la défense antiaérienne ukrainienne, des immeubles ont été touchés. J'ai entendu un boom, des éclats de verre ont volé autour de moi. Mes fenêtres donnent sur les deux côtés de la maison. Du côté où l'explosion s'est produite, le balcon est complètement détruit, de même que les fenêtres et les portes. L'administration civile de Kiev fait état de plusieurs incendies dans la ville. Hier, l'armée russe a visé le port d'Odessa et la région de Kherson. 5 personnes avaient été tuées suite à ces frappes. Quand on s'attaque à l'une des écoles de droit les plus réputées au monde, il faut s'attendre à être poursuivi en justice. Et donc, c'est ce qu'il s'est passé. Harvard dénonce une violation flagrante de la Constitution par l'administration Trump. Elle a d'ailleurs fait appel à des avocats associés au Parti républicain pour défendre sa cause. L'université parle d'une punition déguisée, autoritaire, illégale pour avoir refusé de se soumettre au contrôle du gouvernement sur son curriculum ou pour avoir encore refusé d'abandonner son indépendance académique. Et cette décision de l'administration, dit l'université d'Harvard, elle a un effet dévastateur et immédiat sur les quelques 7000 étudiants de l'université, 25% de ses effectifs, vous le disiez. L'argument a visiblement convaincu cette juge du Massachusetts qui a donc suspendu provisoirement la décision de l'administration Trump.